Bonjour à toutes et à tous, c'est super d'être là. Aujourd'hui, on va parler un peu de Spring Boot. Alors avant de commencer, si c'est pas ma slide ça, les amis de derrière. Qui est-ce qui vient au Jug pour la première fois aujourd'hui? Intéressant, cool. Qui n'utilise pas Spring Boot? Et je dis pas ça de manière, c'est pas provocateur, c'est pour savoir. Ok, d'accord. Donc qui vient ici pour avoir un peu une idée de c'est quoi ce truc, qu'est-ce que ça fait? Ok, chouette. D'accord. Donc si vous voulez me contacter, il y a des liens là, soit Twitter, soit Mastodon, soit email pour les plus conservateurs et conservatrices d'entre vous. Alors pour vous donner une idée, parce que c'est mardi et il fait chaud et on a tous soif, une petite idée de vers où on va en termes de temps. Je vais essayer de rester dans l'heure. Et alors il y aura des questions et en fonction des questions, ça pourrait peut-être prendre un peu plus ou un peu moins. L'idée aussi, c'est que je serai là-bas, donc vous pouvez avoir une boisson et poser une question. C'est aussi possible. Donc, prenez ça en compte. Ah, on ne voit pas mes slides. Qu'est-ce qui se passe, Mister Ah, c'est l'autre écran. Ok, d'accord. Autant pour moi. Yes. Il est où mon display? Il est là. Allez. Qu'est-ce que je dois faire, moi, ici? C'est une nouvelle version de macOS et j'ai aucune idée. Ah, voilà, there you go. Merci. C'est mieux? Ok, cool. Sauf que moi, je vois plus mes slides, du coup. Donc ça m'embête. Alors. Oh purée, ça va être cool. Où est ma souris? Alors. C'est bon, là je suis sur System Settings ou pas? Merci bien. Oh non, mais plus haut encore. Je vois absolument pas ce que je fais, c'est pas grave, on s'en fout. C'est vrai? C'est bien pour l'idée. Je prends. Ok. Cette présentation est passionnante, je dois dire. Oh, putain. Ah, mais je peux regarder cet écran-là, c'est trop bien. Il y a juste un lag. Présentation de macOS, j'ai entendu. Il y a des gens qui ont le sens de l'humour, c'est bien. Cool. Bah, c'est scalé, donc je vois que dalle. Ça aussi, c'est scalé. Et puis... J'ai modifié ma presse, il faut faire CTRL-Z. Merci pour la personne qui me dit ça, c'est très utile. Vous savez quoi? En fait, on s'en fout de l'agenda. On s'en fout de l'agenda, on va passer maintenant que je sais que c'est pas un problème de scaling. Et puis, donc l'agenda, avec Jürgen au milieu et tout coupé. On va parler de finalement une nouvelle génération, qu'est-ce que ça implique? Ça peut être un peu stressant parce qu'il y a une question d'upgrade, il y a une question de politique de support. Donc vous êtes sur une certaine version, vous devez passer à la version majeure suivante. Version majeure, c'est aussi une opportunité pour nous de revoir certaines choses. Vous savez que, si vous ne le savez pas, je vous le dis, Spring est relativement conservateur en termes de ce dont il a besoin pour fonctionner. On essaye d'être le plus pragmatique possible. Donc Spring Boot 2 requiert Java 8 au minimum, mais monte jusqu'aux versions récentes de Java. Par contre, voilà, passer une nouvelle version majeure, c'est une opportunité aussi pour nous pour revoir tout ça. Et puis c'est impossible en fait de supporter 24 versions de Java, quoi. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Je vais en parler un petit peu. Donc il y a un impact sur la politique de support.
On va aussi un peu parler de ce que ça implique au niveau de Java EE ou Jakarta EE, qui s'appelle maintenant, comment ça s'est passé. Puis on passera vraiment à la partie GraalVM, où je me dis que maintenant, il faudra que je fasse quelque chose pour mon écran, parce que sinon ça ne va jamais aller. On va vous montrer un petit peu comment, je vais vous montrer un petit peu le support d'Executable natif, donc qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne, on va dire les limitations, ou entre guillemets les choses sur lesquelles vous devez faire gaffe, et ce qu'on propose pour gérer tout ça. Puis on parlera aussi des autres fonctionnalités qu'on a ajoutées dans Spring Boot 3 et Spring Boot 3.1 maintenant, parce on a déjà sorti 3.1 ici le mois passé. Et puis voilà les questions. Donc notre support, le support timeline, c'est ce que vous avez ici derrière vous. Là, la ligne représente la date du jour. Vous voyez qu'on a toute une série de versions de Spring Boot 2 qui sont déjà hors support. La partie en vert, c'est le support entre guillemets public, le support open source accessible à tous, toutes et tous. Et en jaune, c'est le support commercial. Donc c'est pour ça que la barre est plus longue. Ça vous permet d'avoir un peu plus de support. Donc pour 2.7 qui est maintenant la version précédente, la génération précédente, vous voyez que vous avez du support jusqu'en 2025. Donc ça vous donne l'opportunité d'upgrader relativement à votre aise. Enfin, si vous êtes client, sinon c'est un peu plus court. Et puis donc chaque fois, vous voyez cet effet d'escalier, c'est un effet prédictif où quand une version sort, on ajoute X mois. C'est tout le temps la même chose. Et puis donc ça vous permet de voir plus ou moins dans quelle phase vous êtes. Donc si vous êtes sur 2.5, 2.6, attention, quoi, il est vraiment là plus que temps d'upgrader à 2.7. Si vous êtes en dessous, c'est encore plus problématique parce qu'il y a toute une série de CV aussi en dehors de Spring qui potentiellement peuvent vous affecter, quoi. Alors, parlons-en de cette mise à jour à Spring Boot 3. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire gaffe ou quelles choses que vous pouvez déjà faire. Donc, premièrement, upgrader à la dernière 2.7, c'est vraiment le strict minimum. Ça vous permettra d'être le plus proche possible de la cible en termes non seulement de fonctionnalité, de bug fix, mais aussi de gestion de dépendance, parce qu'il y a quand même un bump, mais moins important que si vous êtes sur 2.2.12, quoi. Donc, il y a ça. Deuxième chose qui n'est pas toujours super évident, mais qui, je trouve, est super important, on voit ça tout le temps, les gens qui font le master upgrade avec tout en même temps, et c'est la cata. Upgrader à Java 17, vous pouvez le faire. Donc, comme je l'ai expliqué, Spring Boot 2 demande Java 8 au minimum, mais supporte aussi les versions plus récentes de Java. Donc, upgrader à la dernière LTS, bon, dans quelques mois, je ne pourrais pas dire la dernière LTS parce que ce sera déjà 21, mais pour le moment, c'est 17. Donc, upgrader à 17, et ça vous permettra, encore une fois, de vous rapprocher le plus possible. Quand vous faites les upgrades, aussi un retour d'expérience plus que répétitif. On voit énormément de personnes qui ont, par exemple, Spring Boot 2.2, 3, et ils vont upgrader à Spring Boot 2.7.0. Donc ils vont passer la 2.3, la 2.4, la 2.5, la 2.6. Et puis alors, ils s'étonnent qu'il y a 36 000 trucs qu'ils ne comprennent pas. Chaque version de Spring Boot vient avec un guide de migration, et le guide de migration, il est vraiment spécifique sur forcément les points précis que la nouvelle version amène. Mais c'est aussi une manière pour vous de faire l'upgrade en termes de tout ce qui est propriété de configuration, comment s'assurer que si on commence à déprécier certaines propriétés ou certaines propriétés surnommées, vous avez le temps de récupérer ça au bon moment et pas de vous prendre tout d'un coup. Donc les dépréciations dans le code et dans les propriétés de config, là, on a des outils pour ça, soit votre IDE le supporte, soit si votre IDE ne le supporte pas, on a une librairie que vous pouvez ajouter qui s'appelle le Properties Migrator. Vous droppez ça dans votre app, vous la démarrez, elle vous dit les propriétés dépréciées que vous utilisez ou éventuellement les propriétés qui auraient déjà été enlevées, mais on garde une trace des propriétés enlevées pour vous dire oh là, vous définissez toujours telle propriété, mais cette propriété on ne la gère plus. Vous devez utiliser ce nom-là ou bien la fonctionnalité n'existe plus et donc vous avez l'impression que vous configurez quelque chose, mais en fait non. Donc ça, votre IDE vous le dit, ou si vous n'avez pas un IDE compatible, on a un outil pour ça. Il y a d'autres trucs et astuces si vous êtes toujours sur 2.7. D'ailleurs, tiens, pose une question. Ceux qui utilisent Spring Boot, qui est sur Spring Boot 2 pour le moment? Majorité, je crois.
Et Spring Boot 3, juste pour me faire une idée. Ouais, ça va 2 tiers, 1 tiers, je dirais. Ok, donc si vous n'avez pas encore migré, donc il y a ce blog post là qui apparaît déjà comme étant un peu du siècle dernier, hein, mais en fait non, c'est toujours assez actuel, qui vous donne d'autres tuyaux concernant ce que vous pouvez faire pour préparer votre app. Et puis forcément, comme les autres versions, il y a aussi un guide de migration. Sauf que cette fois-ci, il est plus touffu, puisque comme c'est une version majeure, il y a des changements plus impactants. Donc voilà, suivez ça pour vous faire une idée. Alors, qui est encore sur Java 8 ici? Qui ose bravement lever la main? Entre Java 9 et 16 compris? Ouais, c'est tous ceux qui sont sur 11, quoi. 17? Bien, pas plus. Très bien, très bien, très bien. Bon, alors voilà, donc quand nous on a annoncé en 2021 qu'on allait passer à Java 17 pour la prochaine version de Spring, les gens sont devenus un peu foufous. Ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tarés. On a besoin de Java 8, laissez-nous notre Java 8, vous êtes fous. C'était de ce niveau-là. Hein. Donc il y avait les commentaires publics et les commentaires publics et les commentaires pas publics, et c'était assez intéressant. Mais donc nous, on a décidé de passer à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle cadence de Java, déjà d'une part. D'autre part, on ne peut pas continuer à amener de l'innovation. On parlera brièvement de Loom tout à l'heure. On ne peut pas continuer à amener de l'innovation si on n'a pas les outils pour amener cette innovation. Donc les multi-release jars, par exemple, c'est un peu compliqué quand on est avec une vieille version de Java. Donc Java 17 est sorti avant qu'on annonce qu'on allait le rendre comme étant la version minimale, ce qui est assez intéressant, c'est jamais arrivé dans l'histoire du framework. Mais Java n'a pas non plus sorti des nouvelles versions tous les 6 mois, donc je pense qu'on est un peu en parité là. Donc quand on approchait de la release candidate, on était déjà à 19. Voilà, là, donc on est à 20 et à 21 ici en septembre, avec pas mal de trucs qui ont l'air vachement intéressants et que les gens vont vouloir utiliser. Donc nous, on ne peut pas faire le grand écart 8-21, c'est pas possible, quoi. Donc ça explique aussi pourquoi on a pris cette décision-là et on pense que c'est la bonne. On vérifie tout ça avec des builds sur les versions LTS. D'ailleurs, je me rends compte qu'il manque 11 ici, un peu étrange. Donc le premier, c'est 8. Ah mais non, c'est autant pour moi, c'est le CI de la version de 3.0 du coup. Donc build, c'est la version avec Java 17. JDK 20 forcément, vous avez compris. Et 21, on est en train de le configurer. Là, ça va arriver dans les jours qui viennent. Si ça y est pas, c'est juste une question de jours. Donc à chaque commit, on vérifie sur les versions LTS qu'on supporte, plus la dernière non LTS, puisque comme vous savez, lorsqu'une version non LTS sort, automatiquement, elle rend la version précédente end of life. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas un build pour 19 et pour 18, parce que voilà, ça n'a pas de sens pour nous de valider ça, une fois que la suivante est sortie. L'autre grande mise à jour, c'est le passage de Java II à Jakarta II, hein, qui a été un truc un peu pénible pour l'ensemble de la communauté, puisque en fait, la version 9 n'apportait pas nécessairement énormément de fonctionnalités. C'est juste un passage d'un package à un autre. Alors, il y a des frameworks qui ont décidé d'utiliser un système de transformation. Nous, on ne voulait pas utiliser ça, donc on a vraiment utilisé l'opportunité d'une version majeure pour passer à ce nouveau namespace. Et entre-temps, dans le cycle de Spring Boot 3, il y a Jakarta II 10 aussi qui est sorti, avec des nouvelles fonctionnalités, avec le fait que 9, c'est plus du tout le truc que vous devriez utiliser en théorie. Donc, on supporte 9, mais on fournit 10 par défaut. Donc, si vous devez downgrader à 9 pour une raison quelconque, ne le faites pas. C'est possible. Voilà, on est assez content du résultat, mais c'était quand même assez pénible, je dois dire, parce qu'au début, les librairies tierces, il fallait un petit peu aller à la fourchette pour leur dire on y va. Donc on a fait pas mal de boulot à ce sujet-là avec la communauté. On a enlevé des fonctionnalités aussi. C'était assez intéressant en fait de voir
des fonctionnalités dans les milestones de Spring Boot 3 qui sont enlevées parce qu'en fait, on ne peut plus compiler, puisque voilà, il n'y a pas d'alternative et qu'on a fait le switch. Donc là, c'est généralement, ça amenait des personnes qui utilisaient ces fonctionnalités-là de eux-mêmes pousser vis-à-vis des maintainers de la librairie. Donc ça a été assez chouette. Et donc là, actuellement, je pense qu'on est à parité si on enlève les librairies open source qui étaient déjà un peu moribondes avant même le passage à Jakarta. Ok, cool. Donc ça, c'est la base. Vos applications Spring Boot 2, migrez à 2.7, migrez à Java 17. Le blog post pour un peu préparer tout ça. Faites la migration à 3 à votre aise. Je devrais dire aussi que le fait que les nouvelles fonctionnalités dans Spring Boot 3 ne doivent pas être uniquement les drivers pour vous d'upgrader. Bah forcément, premièrement, il y a une question, vous allez sortir du support à un moment donné, et là c'est dangereux. Et n'oubliez quand même pas l'histoire de Jakarta, quoi. Parce que si vous restez sur J2EE, donc, qui est la version précédente de l'ASPEC, les conteneurs ils vont arrêter de fournir des versions de maintenance de ça aussi. Donc à un moment donné, vous allez être bloqué, quoi. Si vous voulez un nouveau Tomcat ou un nouveau Jetty ou un nouveau Undertow, il n'y a pas 36 solutions, il faut passer à la nouvelle version d'ASPEC maintenant. Mais parlons aussi des fonctionnalités que Spring Boot 3 amène et qui sont un peu uniques au-delà de ce système requirement. Donc on va beaucoup parler même du support natif. Donc, qui est-ce qui a entendu parler de GraalVM ici? Presque tout le monde. Ok, cool. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'idée de GraalVM, c'est de prendre votre application en Java, de l'optimiser au build, donc finalement de regarder ce que cette application fait, quelle classe elle a besoin, le genre de choses qu'elle fait, et de transformer cette application en un exécutable natif. Donc ça a une série de différences assez caractéristiques qui font que ça vous amène un nouveau champ d'application tout en gardant finalement votre stack existante, quoi. Donc vos compétences en Java, vos compétences avec tous les outils de l'écosystème, ben, ça vous amène des nouveaux cas d'utilisation en utilisant cet outil. Alors il y a une série d'avantages, vous allez voir qu'après que c'est pas non plus genre, vous avez tous les avantages sans aucun inconvénient, forcément, sinon ce ne serait pas drôle. Mais parlons des avantages. Donc, le démarrage instantané, vous le verrez tout à l'heure si j'arrive à gérer mon écran. Donc là, on démarre un exécutable natif, hein, comme vous pourriez vous y attendre. Ça démarre quasiment de manière instantanée. Il n'y a pas de notion de warm-up, puisque en gros, lorsque la compilation native se fait, vous récupérez vraiment votre heap qui est déjà prêt, quoi. Donc il n'y a plus qu'à le charger en mémoire, et c'est aussi ce qui explique pourquoi le démarrage est instantané. Donc ça veut dire que vous avez les performances dès le démarrage de l'application. Il n'y a pas une notion comme en Java avec la JVM, où vous avez le JIT qui regarde ce qu'on appelle les hot code paths, donc les endroits qui sont fréquemment utilisés et qui les optimise à la volée. Ici, ben, donc il n'y a pas cette notion-là, et vous avez la performance optimisée dès le début. Une plus faible utilisation des ressources. Un élément intéressant et dont on ne parle pas assez, et on a commencé à parler de ça un peu plus parce que c'est quelque chose qu'on a vécu quand même pas mal, c'est la réduction des surfaces d'attaque. Donc un exemple de ça, c'est que vous avez un problème dans votre code qui fait que quelqu'un qui attaque votre service est capable de charger une classe et d'invoquer quelque chose dessus, ou bien être capable de désérialiser, d'envoyer en fait finalement du contenu qui, lorsqu'il est désérialisé, peut via réflexion potentiellement attaquer votre système. Avec un exécutable natif, toutes ces choses-là ne sont pas vraiment possibles en fait, parce que l'utilisation de la réflexion, l'utilisation de charger des ressources, etc. est explicite. Soit GraalVM doit le détecter lorsqu'il optimise votre application au build, soit c'est vous qui allez lui donner des informations supplémentaires qu'on appelle des métadonnées. Je vais y revenir après. Et qui, elles, explicitement disent « oui, tu peux charger cette classe, oui, tu peux invoquer cette méthode, mais si cette méthode est en dehors, alors simplement elle n'existe pas. » Donc ce n'est pas une question que c'est refusé, c'est qu'elle n'existe pas dans l'environnement natif. Dernier point, ce qui n'est pas quand même assez intéressant aussi, c'est que vous avez des délivrables qui sont plus légers.
Et donc, en termes de transport et en termes de ce que vous devez payer dans votre infrastructure de déploiement, pardon, c'est assez intéressant. Donc, GraalVM va effectuer une analyse de votre application au build, donc une étape supplémentaire qui, le résultat de cette analyse va produire l'exécutable natif. Et cette analyse, elle peut être potentiellement lente et elle peut potentiellement consommer beaucoup de mémoire en fonction de ce que votre application fait. Donc, qu'est-ce que les frameworks peuvent faire pour aider GraalVM et vous aider, vous, les utilisateurs? Donc un petit rappel de ce que ça fait, et c'est très imagé et probablement très simplifié de ma part. GraalVM est quand même assez compliqué. Donc GraalVM vient avec un binaire qui s'appelle Native Image, qui fait ce que je viens d'expliquer. Donc en gros, imaginez qu'il prend toutes vos classes, toute votre classe pass, toutes vos librairies en fait, il les inspecte, et puis en fait, il exécute votre application. Donc l'idée qu'il faut voir à ça, c'est que l'analyseur statique passe dans votre main et puis il se promène, quoi. Et il regarde les chemins que votre application va utiliser. Et en fonction de ça, il détecte, OK, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Et tout ce qu'il peut inférer en termes de réflexion, un comportement dynamique qui, au moment où GraalVM passe dessus, il arrive à détecter qu'il n'y a que des branches définies, il va être capable de détecter ça. Dans le cas où c'est plus compliqué, il ne va pas le détecter et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est là où le Reachability Metadata vient dans l'histoire. Ce sont des documents JSON en l'occurrence, qui permettent à l'utilisateur de spécifier l'utilisation de sa réflexion, des chargements de ressources, de la sérialisation. Si vous faites des appels natifs dans votre app d'ailleurs aussi, il y a un support pour ça. Et donc l'analyse plus les métadonnées, ça donne le binaire exécutable. Donc typiquement lorsque vous allez dire j'ai une méthode hello service avec une classe hello service avec une méthode C hello et je vais l'appeler par réflexion. Donc vous donnez ça en termes de métadonnées de reachability. Ce qui va se passer, c'est que GraalVM lui va interpréter ça en amenant les informations de réflexion de cette méthode dans l'image native, de manière à ce que ça puisse être invoqué par réflexion. Si vous ne le faites pas, au runtime, il va essayer d'invoquer quelque chose par réflexion qui n'existe pas et ça va planter, quoi, comme vous le verrez dans les démos, je l'espère. Donc Spring, comment est-ce qu'il fait pour s'adapter à tout ça? En fait, on a essentiellement deux solutions. La première solution, c'est que comme il y a énormément de chemins dans le cadre d'un framework qui vous appelle en fonction de ce que vous avez défini, il y a énormément de chemins qui sont dynamiques et pas dynamiques avec une série de branches limitées. C'est vraiment complètement dynamique, quoi. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se promener dans votre app et créer les métadonnées pour tous les cas possibles. Donc dire oui, on va appeler ce service-là par réflexion, oui, on va charger cette classe par réflexion, etc., etc. Chaque fois qu'on voit un stéréotype, on dit ah oui, ok, ça il faut ta réflexion. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des métadonnées quand même assez importantes, mais aussi comme l'exécutable natif doit avoir toutes ces informations de réflexion, l'exécutable natif est beaucoup plus lourd et donc il consomme plus de mémoire parce qu'il y a un lien direct entre les deux. Donc ça, c'est pas top, parce que notre objectif de consommer moins de mémoire, il est potentiellement mis en danger. Et puis surtout, c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué de faire ça correctement. Une autre solution serait de dire, on enlève toute la réflexion et tout le dynamisme, on fait plus rien du tout de dynamique, et donc on génère une version optimisée de l'application où on a déjà résolu toutes les branches. Donc on a regardé vos classes de config, on a regardé toutes les propriétés que vous avez mis, on freeze tout au build et on transforme tout ça en quelque chose qui lui ne nécessite pas de réflexion. Alors ça c'est top parce que ça va vraiment faciliter le boulot de GraalVM, parce que ce qu'il va faire GraalVM, au lieu de se promener et de voir le modèle de configuration de votre application par exemple, il va se promener dans la version optimisée et puis c'est juste de l'impératif, quoi. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple pour lui. Il y a toute une série de classes. Donc par exemple, l'infrastructure de config dans Spring n'est même pas dans l'image native parce que ce n'est pas utilisé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant à tout point de vue. Par contre, c'est très compliqué à faire
couvrir tous les cas d'utilisation. Et puis parfois, c'est de manière non nécessairement compliquée, alors que le cas de réflexion est en termes de performance équivalent. Donc il y a vraiment deux approches, et nous ce qu'on a choisi de faire, en fait, c'est une approche hybride où on fait les deux, c'est-à-dire qu'on va optimiser votre application pour l'exécutable natif, mais jusqu'à un certain point. Et puis il y a toute une série de comportements qu'on a identifiés comme étant en fait tout à fait équivalents avec la réflexion, et on continue à utiliser la réflexion, qui d'ailleurs, soit dit en passant, si vous avez entendu GraalVM réflexion, c'est mauvais, c'est pas du tout le message. Le message, c'est que il faut le dire explicitement, mais en termes de performance, il n'y a pas d'impact. Sauf évidemment si vous faites 10 000 classes par réflexion, quoi. Donc comment est-ce que tout ça fonctionne? Donc ça, c'est plus une vue un peu de la manière dont vous allez configurer votre build ou de ce qui va se passer au niveau du build. Rappel, GraalVM exécutable natif, il y a énormément de choses qui se passent au build. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de AOT, donc ahead of time, qui est de dire avant de lancer l'application, avant de l'exécuter, on va faire une série de choses sur cette application et on va optimiser une série de choses. Donc sur la gauche de votre, sur la gauche pour vous ici, vous voyez le cas classique avec votre application, les compilés et puis elle a des ressources, vraiment le cas normal, quoi. Il y a une deuxième étape qui est celle du milieu, qui elle ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va exécuter votre app, mais pas vraiment l'exécuter. Je vais y revenir. Elle va finalement parser le modèle de configuration, les autoconfigurations, une série de décisions que l'on prend finalement au runtime de manière normale, enfin, au niveau de la JVM, je veux dire. Puis elle va générer du code source qui correspond à cette version optimisée de l'application, et elle va aussi générer ou inférer les métadonnées nécessaires pour les cas qu'on ne couvre pas, soit à dessein, ou soit parce que voilà, on n'a pas encore vraiment couvert ça, on n'a pas pris de décision. Tout ça est compilé. Et là, en sortie, vous avez deux choix. En fait, en réalité, vous en avez trois, mais je vais en parler brièvement. Vous pouvez utiliser le Native Compile. Donc ça, c'est sont les Go, le Gradle, au fait, hein, ici que vous voyez en vert, mais il y a le même système sur Maven, si vous utilisez Maven, bien sûr. Donc, GraalVM fournit un plugin pour Gradle et pour Maven qui va invoquer Native Image pour vous. Donc ça, c'est la partie du haut. Ça, c'est plus pour du test, en fait, hein. Vous allez construire un exécutable natif pour l'architecture CPU de votre machine de dev. Donc, ce n'est pas vraiment comme ça que vous passez en prod. Mais c'est utile pour faire des tests ou simplement pour évaluer la solution ou d'autres cas. Et le deuxième cas, il me manque une flèche, en fait. Le deuxième cas, c'est d'utiliser Buildpacks. Qui connaît Buildpacks? Très peu. D'accord. Donc, Cloud Native Buildpacks, donc c'est quelque chose qui existe dans Spring Boot déjà depuis pas mal de temps. C'est un système en fait où vous déléguez la manière dont votre application va être optimisée. Donc, en gros, l'idée, c'est que, encore une fois, de manière très simplifiée, au lieu de créer votre fichier, votre Dockerfile vous-même à la main en disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, vous avez une communauté qui fournit des bonnes pratiques en fonction des cas d'utilisation. Ils vont optimiser par exemple les layers de l'image pour qu'ils soient réutilisés au maximum. Ils vont optimiser la JVM, ce genre de choses. Et donc vous avez un goal qui s'appelle Boot Build Image, qui existe bien avant 3.0. Donc si vous voulez utiliser ça maintenant, vous pouvez. Ceux qui sont encore sur 2X. Et donc ce que ça fait, c'est que ça construit une image Docker optimisée pour une application, pour un environnement donné. Et il y a un build pack natif qui, lui, son goal, évidemment, c'est de créer un exécutable natif, donc avec un layer sans OS, sans rien, quoi. Donc là, c'est hyper optimisé du coup. Et le bootjar qui est là, je me suis trompé dans mon slide, en fait, c'était la troisième option, qui est d'exécuter ces optimisations là sur la JVM. Donc là, on n'en parle pas encore vraiment beaucoup, donc on voudrait bien aussi explorer l'idée que ces optimisations qu'on fait pour Native, on puisse aussi, jusqu'à un certain point, les appliquer pour la JVM, pour diminuer la consommation mémoire et le temps de démarrage aussi, avec des contrats liés forcément, parce que rien n'est jamais vraiment gratuit.
Donc ça, j'ai déjà dit. On va peut-être voir un peu de code si je m'en sors. Et alors, dernière chose que je voulais dire au niveau de la manière dont ça fonctionne avec Spring, et on le verra, je l'espère, dans mon IDE, c'est que ce qu'on fait, en fait, c'est que lorsque AOT s'exécute, vous avez l'impression que votre application démarre, mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'on exécute votre main de votre app avec un certain mode. Et en fait, on prépare la Bean Factory, donc on prépare toutes les définitions de Bean jusqu'à un certain point où on est prêt à créer les instances. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'état finalement de la Bean Factory tel qu'il serait si jamais vous démarriez l'application, mais sans instance. Et on prend cet état et on le flush, on le sauve en code généré, de manière à ce que ce soit lisible pour vous, facilement débuggable, et que vous puissiez un peu plus comprendre finalement qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la transformation. Pourquoi, par exemple, une certaine autoconfiguration n'a pas été inclue. Si vous voulez utiliser ça, ben voilà, vous allez sur start.spring.io. Qui ne connaît pas start.spring.io ne le connaît pas. Personne n'ose. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas, j'en suis sûr. Quelqu'un ne le connaît pas? Merci. Oui. Vous n'êtes pas de la vidéo, vous, par hasard? Non? Bien, non. Ok, ça va. Donc j'ai bien une personne qui ne la connaissait pas. C'est bien ce que je voulais. Donc ce site qui vous permet de démarrer avec Spring, hein, donc vous choisissez vos dépendances, votre outil de build, la version Spring Boot que vous voulez utiliser, ça vous donne un zip avec le projet, puis vous commencez un peu à expérimenter. Il y a le support de GraalVM dessus depuis déjà pas mal de temps. Et donc ce que ça fait, c'est que ça, non seulement ça va configurer votre build avec des choses supplémentaires, mais ça va aussi, dans le fichier dead, il y a un fichier dead qui s'appelle helpmd à la racine du projet, va vous donner une série de pointeurs pour, ok, si c'est la première fois, vous pouvez démarrer et vous donne un peu des tuyaux, quoi. Donc c'est la façon la plus simple de démarrer, quoi. Vous prenez une app, vous sélectionnez les dépendances que vous voulez, GraalVM, puis vous installez GraalVM, ou bien vous utilisez Buildpack en fonction de votre choix. On verra ça un petit peu tout à l'heure. Alors, on fait une pause pour que j'essaie de régler mon écran. Alors, il y a de la latence, donc c'est génial. Non, c'est la même personne qui a fait une blague, il a dit qu'il faut aller sous Linux. T'as entendu la première fois? Alors, c'est où? Quelqu'un peut m'aider? Le mirroring? Bon. J'ai pas entendu. Merci. J'ai l'impression de rien comprendre, c'est affreux. Et puis après? Alors, merci beaucoup, cher ami ou chère amie. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est super. Donc, on est parti dans ma super petite app de démo. Non, je ne peux pas mettre en clair. C'est mal. Moi, je rigole. Ils sont un petit peu exigeants dans ce jog. Hein. Il faudrait qu'on ait une petite conversation après. Ben non, évidemment, je vais avoir l'air d'un idiot maintenant parce que je ne sais pas où c'est le thème. Ah, c'est là. Ça, c'est pour vous réveiller, en fait, si vous dormez. Donc, j'ai une application ici qui va me servir d'exemple et qui, vous allez le voir, est absolument passionnante. L'application la plus intéressante que vous ayez jamais vue. Donc c'est une application qui a un endpoint HTTP et qui a un mode. Et alors le mode, c'est en fait pour illustrer un peu différentes manières dont vous pouvez interagir, soit avec le container, soit en fait des choses qui pourraient être faites par votre code à vous, une librairie tierce que vous utilisez ou quoi. Rappelez-vous, rappel. Ce qu'on fait, nous, en termes d'optimiser et de transformer, c'est pour ce que le conteneur Spring fait. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, Logback, Flyway, Hibernate, truc muche machin, c'est pas nous. On y reviendra après comment est-ce qu'on règle ce problème-là. Mais donc, gardez ça à l'esprit que c'est quelque chose qui impacte l'entièreté de la communauté et pas uniquement le framework que vous utilisez.
Donc il y a une série de modes ici. On a un mode qui s'appelle bin qui lui demande au contexte donne-moi un bin avec ce nom-là et puis qu'il l'appelle, pas par réflexion. On a un mode par réflexion où il va charger la classe dynamiquement et on a un mode ressource où il va charger une ressource, du coup, ça c'est malin, avec un petit préfixe avec des brackets. Là. Donc, si j'utilise mon mode bin, bah, il va me dire hello native, j'ai un resource, j'ai le crochet là. Et réflexion, c'est le même que le premier, sauf qu'il n'utilise pas le bin du conteneur, il crée le bin par réflexion. Donc tout ça, c'est des cas un peu, on va dire, bateau, pour un peu vous montrer le genre de problèmes auxquels vous allez devoir potentiellement être confronté et comment les régler. Alors du coup, j'ai généré mon app déjà de manière native, donc je vais la couper. On va la démarrer. Je suis là, j'imagine. Non, je suis là. Donc voilà, ça c'est mon app que j'ai compilée en natif tout à l'heure. On en recompilera une tout à l'heure, une upgradée tout à l'heure si j'ai le temps. Et donc maintenant, on va regarder ce qui se passe avec cette app native. Je demande pour bin, ça fonctionne toujours. Je demande réflexion, ça marche plus du tout. Et là, en fait, il me dit connais pas cette classe. D'accord. Donc là, je suis dans l'exécutable natif hein, pour vous montrer la différence avec la JVM. Et si je demande resource, là aussi ça plante. Et cette fois-ci, ça me plante en disant non, il n'y a pas de hello.txt dans le class pass, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Clairement, il est là, hein. On l'a vu, et ça fonctionne. Mais comme vous êtes dans le cas d'un exécutable natif, comme je l'expliquais en termes de qu'est-ce qu'on met dans l'image in fine, on ne met dans l'image in fine que ce que vous utilisez ou ce que Native Image a détecté. Et donc si vous faites des choses dynamiquement, ben, ils ne sont pas là. Donc vous imaginez un petit peu le casse-tête pour quelque chose comme Spring pour supporter ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le cas au niveau du bin, lui, il a fonctionné sans problème. Et pourquoi est-ce qu'il a fonctionné sans problème? Parce que c'est un contrat normal. Voilà, vous avez défini un bin. Votre contrôleur, oui, bah, évidemment, votre application web a démarré, votre contrôleur fonctionne. Donc, voilà, toutes les autres choses, en fait, vous n'avez pas vu de différence. Ça continue à répondre de la même manière, avec les mêmes headers, etc. Et donc, ce que je veux faire maintenant brièvement, c'est de vous montrer qu'est-ce que ça a généré, pour vous donner un peu une idée. Je suis là, moi. Donc, quand je disais impératif, c'était pas pour rigoler. En fait, on fait vraiment un dump de la bin factory, c'est-à-dire qu'il voilà, y a toute une série d'infrastructures qui ont été détectées. On va simplement les enregistrer à nouveau, mais de manière hyper optimisée. On va avoir pour chaque bin qui a été détecté, on va faire ce qu'il faut. Donc, par exemple, l'application qui est un proxy cglib, on va générer le proxy cglib au build et puis on va l'inclure de manière à ce que l'exécutable natif ne doive pas le faire au runtime parce que c'est assez coûteux, relativement coûteux. Donc voilà. Il va aussi également générer des ressources. Donc, par exemple, il va détecter une série de choses qui sont invoquées par réflexion et il va ajouter des choses supplémentaires. Et ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact. Donc, on va en parler après. Puis ça, c'est les patterns pour charger des ressources du ClassPass. Notre hello.txt ne s'y trouvant pas, il n'est pas ajouté dans l'image et donc il n'existe pas au run. Alors, en termes de configuration, brièvement, vous avez un truc à ajouter, c'est ceci, au niveau de Gradle. En fait, vous choisissez d'utiliser un déploiement natif. Donc en ajoutant ce plugin-là, le plugin Spring Boot va réagir à ça et il va exécuter automatiquement. Et donc vous allez pouvoir finalement soit utiliser Native Compile du plugin Oracle, soit Buildpack, ça va faire ce qu'il faut automatiquement. Pour Maven, on fournit un profil native, comme beaucoup d'autres frameworks le font. Donc si vous incluez ce profil native, automatiquement les étapes de build spécifiques à AOT et à native vont être exécutées. Donc est-ce que ça va fonctionner avec mon app?
Alors c'est là où on explique, c'est là où un peu l'idée c'est de montrer, waouh, mon application a démarré en 32 millisecondes ou un truc comme ça, j'ai pas vraiment regardé, et consommer 10% de la mémoire potentiellement, et avec ces avantages dont j'ai parlé au début, forcément pour arriver là, il y a une série de contraintes aussi. Donc la première contrainte qu'il y a, et parce que c'est finalement une contrainte de GraalVM elle-même, c'est que votre classe pass il est figé au build. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à créer un exécutable natif, parce que déjà, il n'y a pas une notion de classe et de bytecode dans un exécutable natif, mais vous ne pouvez pas créer votre exécutable natif et puis avoir des jars sur le côté que vous chargez dynamiquement pour faire des trucs. Non. Donc, lorsque vous créez un exécutable, c'est vraiment pour un déploiement bien donné. Donc il y a aussi potentiellement le fait que vous allez générer plusieurs exécutables en fonction de la cible de déploiement. Au niveau de Spring, on va évaluer une série de choses pour réduire la complexité et pour diminuer le temps de build. Donc ça veut dire que les autoconfigurations, typiquement, elles vont être évaluées au build. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder votre classe pass, on va regarder votre config, on va dire, ah ok, cette personne-là veut utiliser, enfin cette application-là utilise Actuator avec Kafka et je ne sais pas quoi. Donc on va configurer les bins qu'il faut bien, et toutes les autoconfigurations qui ne matchent pas, on va les dégager. Et ce que ça a comme avantage, c'est qu'elles ne se retrouvent plus dans l'exécutable natif et qu'il n'y a même plus d'évaluation de conditions au niveau du runtime. Si vous utilisez les profils, c'est supporté. Il faut spécifier le profil au niveau du build pour les raisons que je viens d'expliquer. Et on est toujours en train de regarder comment est-ce qu'on peut améliorer ça, comment est-ce qu'on peut ramener un peu de flexibilité de manière raisonnable, tout en restant dans les contraintes que GraalVM finalement nous impose. D'autres choses à considérer si vous décidez d'aller vers ce genre de déploiement. Actuellement, les agents ne sont pas supportés. Donc, si vous utilisez, je ne vais pas dire le nom, parce que sinon je vais encore me faire allumer, mais si vous utilisez une certaine plateforme d'observabilité qui utilise un agent et que vous devez utiliser ça, ça ne va pas marcher. Et chipotez pas que du bytecode. Voilà. Juste ne le faites pas. C'est pas à vous de faire ça. C'est au framework. Donc, ne le faites pas. Parce que de toute façon, en natif, ça ne va pas marcher. Alors, vous avez vu que j'ai démarré mon app sur la JVM. Cette app a fonctionné super bien, enfin, pour ce qu'elle faisait, c'est-à-dire que ma ressource est trouvée, la réflexion, ça fonctionne, voilà, tout est bien. J'ai généré mon exécutable natif qui a pris 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, ça dépend un petit peu de l'architecture de votre machine. Puis je la lance et je commence à faire 2 trucs, et puis pouf, ça plante dans tous les coins. Donc ça, c'est pas génial comme expérience, parce que forcément, comme le build est relativement long par rapport à la JVM, en tout cas c'est très long par rapport à la JVM si on devait comparer. Donc cette espèce de boucle de retour où finalement il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais le corriger, elle est assez pénible, quoi. Donc on a réfléchi pas mal à ça, et donc on fournit une série d'outils. Donc le premier outil qu'on fournit, j'en ai parlé brièvement, c'est de lancer les optimisations AOT sur la JVM. Donc ça, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet de, dans votre IDE ou localement ou peu importe, donc dans la JVM sans étape de compilation supplémentaire, d'exécuter votre application de la même manière que natif le ferait. Donc ça permet de voir que ce qu'on a fait nous en termes d'optimisation, on ne s'est pas gouré, et que ce que vous espérez avoir dans l'exécutable natif, c'est bien ça que vous allez avoir. Donc par exemple, si vous vous rendez compte qu'une fonctionnalité n'est pas présente, mais c'est peut-être parce que vous avez oublié de spécifier une propriété, que vous la spécifiez au runtime et vous avez oublié. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir vérifier que l'application tourne avec les optimisations AOT de Spring. C'est vraiment la toute première chose qu'il faut faire, et ça c'est relativement peu coûteux, il y a juste un flag à spécifier à l'exécution, et c'est tout ce qu'il faut faire. Je parlerai des utilitaires de test dans 1 minute, mais l'autre chose qui est vraiment très très intéressante, c'est d'exécuter vos tests dans une image, dans un exécutable natif. C'est-à-dire prendre votre suite de tests existante, la transformer avec AOT, les tests du coup, parce que c'est nécessaire également, et il n'y a pas de miracle, les transformer pour qu'ils puissent être exécutés en natif, et les exécuter en natif, et avoir le résultat. Alors on va un peu voir comment ça fonctionne. Je vais faire ça. Pipiou. Alors pendant que ça tourne,
je vais vous montrer les tests en question. Vous voyez, avec WebMVC test, du field injection avec mockMVC, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on teste les différents modes et on vérifie que voilà, le retour est le bon, quoi. Ici, évidemment, c'est super bateau, mais imaginez votre application avec les différents tests qu'elle a. Donc ça, c'est super bien parce que ça vous permet de prendre votre suite de tests existantes. Vous ne devez pas réécrire des nouveaux tests ou, par exemple, vous démarrez l'exécutable natif et puis vous allez l'appeler de l'extérieur. Parce que c'est ça que, enfin, potentiellement, c'est ça que vous feriez si vous n'avez pas de possibilité d'interagir directement avec l'exécutable natif. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de prendre ça au niveau de vos tests existants et de les exécuter. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a lancé l'optimisation pour les tests. On a demandé à GraalVM de compiler une image native avec ces optimisations. Et puis, donc, c'est le plugin de Native Build Tools, encore une fois, qui fait ça, qui invoque, ici en l'occurrence, la tâche de test de Gradle avec l'exécutable natif dedans, qui lui, son main, en fait, c'est d'exécuter les tests, si vous voulez, et de donner du retour sur ce que ça a fait. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la feedback loop, hein, parce qu'on est... là, on est sur un MacBook de 2020, je crois, 2021. Donc c'est relativement, enfin pas récent maintenant, mais Intel avec Wicker. Et 32 Go de RAM, je crois. Voilà, donc mon test plante, enfin mon exécution plante. Je vois que j'ai j'ai 5 tests qui ont 3 tests qui sont successful et 2 qui ont planté. Et je vois ici mes mêmes erreurs. Donc le fait que ma classe n'est pas trouvée ou que mon fichier n'est pas trouvé. Donc c'est déjà un peu mieux que de lancer et puis de faire plic-ploc à la main ou de réécrire vos tests, quoi. Alors très rapidement, comment est-ce qu'on peut régler ça? Donc les cas d'utilisation que je vous ai montrés. Je partagerai l'application avec vous après. Donc, je vais faire ça, ça ira plus vite. Je ne vais pas l'exécuter, donc il faudra me croire sous parole, ou si vous ne me croyez pas, vous l'exécutez chez vous. Donc on fournit une API qui vous permet d'interagir avec ces ints, qui s'appelle Runtime Ints, qui est une nouvelle API dans Spring Framework 6. Et qu'on peut importer ici comme ça. Comment? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Je demande d'avoir accès aux lignes de réflexion. Sur les lignes de réflexion, je dis il y a quelque chose qui va être instancié par réflexion, le constructeur, qui n'a pas d'argument. Et je veux être capable de pouvoir l'invoquer, parce qu'il y a 2 modes, en fait, tout ça, vous pouvez voir les informations de réflexion soit invoquées, c'est 2 choses que GraalVM fournit. Et puis en dessous, ce que je fais, c'est que je dis, je vais aussi invoquer une méthode par réflexion. Donc vous voyez là, on va la chercher, mais en réalité, ce que vous allez plutôt avoir quelque chose de programmatique, où vous vous promenez dans des objets d'intérêt, et vous avez déjà les informations de réflexion, et puis vous les ajoutez en tant que int. Et alors celui du dessous, là j'accède aux informations tree source, et j'enregistre un pattern, donc c'est un sort de regex si vous voulez. Donc je dis, voilà, un fichier qui match cette regex doit être inclus dans l'image native. Et donc ça suffit à fixer les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Donc je disais tout à l'heure qu'on s'occupe vraiment des choses du conteneur, on essaie de fournir des ints directement ou des inférés. Les inférés, c'est beaucoup plus intéressant évidemment parce que ça veut dire qu'on ne va les ajouter que lorsque vous utilisez la fonctionnalité. Donc on a toute une série d'API qu'on utilise nous-mêmes en interne mais qui sont exposées et documentées de manière à ce que vous puissiez le faire si vous avez votre propre librairie, un framework au-dessus d'une autre, ou que vous simplement voulez contribuer à une librairie qui, elle, n'a pas de support. Alors pour contribuer, il y a deux manières de faire. La première, c'est de contacter la librairie en question, de lui demander si elle veut amener ces métadonnées dans le jar de la librairie elle-même. Si les maintainers ne sont pas intéressés, ce qui est compréhensible, Oracle a créé l'année passée un repository open source sur GitHub
sur lequel n'importe qui peut contribuer. Et donc l'idée, c'est de fournir ces métadonnées en donnant les coordonnées de ta librairie, les versions, etc. Et donc ce que fait Spring Boot et d'autres frameworks, c'est qu'ils téléchargent automatiquement les métadonnées au niveau du build, regardent les métadonnées qui matchent les librairies open source les librairies tierces que vous utilisez, et ajoute automatiquement ces métadonnées dans le processus d'optimisation. Donc voilà, si vous utilisez une librairie quelconque et qu'elle ne fonctionne pas, c'est vraiment votre premier point d'accès si la librairie elle-même refuse de travailler là-dessus. J'ai parlé des stratégies de déploiement brièvement. Donc BuildPack, Native Build Tools. Native Build Tools, vous l'avez vu. Il faut installer GraalVM sur votre machine. Simplement, enfin je ne vais pas dire simplement parce qu'il faut le savoir, exécuter la tâche qui est native compile pour Gradle et native -compile-p native pour Maven. Et ça va utiliser votre version GraalVM localement pour lancer le processus d'optimisation. BuildPacks, là c'est différent, vous laissez un build pack finalement, donc une liste de steps de build, créer l'image pour vous. Et donc là, vous n'avez pas besoin d'installer GraalVM puisque effectivement ce processus de build se passe dans Docker. Un peu de performance, et il y a un truc, si vous êtes intéressé par AOT sur la JVM, Sébastien Deleuze, il a fait un tweet récemment, il y a quelques semaines, où il montre aussi en quoi AOT sur la JVM est intéressant si vous avez des déploiements avec peu de CPU. Donc si vous avez beaucoup de CPU et beaucoup de mémoire, mais en fait la différence est quasiment minime. Par contre, si vous avez des environnements avec un seul CPU et peu de mémoire, là c'est là où ça devient intéressant de regarder, quoi. Donc je partagerai les slides après, vous avez l'occasion de regarder les chiffres. Et donc voilà, donc nous ce qui nous intéressait, c'était vraiment vu le nombre d'applications Spring qui sont utilisées, et vu le nombre de développeurs Spring, c'est de fournir des nouveaux cas d'utilisation. Donc, par exemple, créer un outil en ligne de commande avec Spring maintenant, c'était déjà possible, mais là, c'est totalement, avec GraalVM, c'est totalement un bon choix, puisque vous avez tout l'impact du démarrage rapide, et tout en gardant les outils que vous utilisez. Puis c'est une nouvelle communauté, donc ça nous permet aussi de finalement un peu s'ouvrir au reste de l'écosystème de Java. Je vais pas vraiment dire de la JVM parce que c'est pas vraiment pareil. Et on est assez content du retour, donc c'était beaucoup de boulot. Voilà, donc si vous n'avez pas encore utilisé, donnez un petit essai. Si ça vous intéresse, sachant que évidemment, si votre application sur la JVM elle fonctionne très bien, il n'y a vraiment aucune raison de commencer à aller dans cette direction-là. Et comme d'habitude, c'est un nouveau choix pour vous. Il n'y a aucune notion de remplacement ou de dépréciation ou de quoi que ce soit. C'est juste un nouveau choix. Donc si ça ne vous intéresse pas, ignorez-le complètement et ça ira très bien. Alors on a quand même un petit peu plus d'autres choses au niveau de Spring Boot 3. Même si, il ne faut pas vous le cacher, c'était un effort monstrueux puisque l'entièreté du portfolio a été impactée. Puisque ce n'est pas uniquement Spring Boot et Spring Framework. Spring Data a dû faire plein de choses, par exemple, pour calculer votre persistence unit au build time, pour être capable de voir quelles sont les entités JPA que vous avez, optimiser les accès, etc., pour que tout ça fonctionne correctement. Donc c'était un gros effort. Mais un autre effort cross-projet, puisque évidemment, ce ne serait pas drôle si on n'en avait qu'un. On était un peu foufou, on en a fait deux. Le deuxième, c'est l'observabilité, donc c'est l'utilisation de métriques de tracing et de correlated logs que vous aviez déjà auparavant dans Spring Boot 2. Qu'est-ce qui utilise Distributed Tracing, Spring Cloud Sleuth? Qu'est-ce qui utilise ça? Très peu. Qui est-ce qui a une plateforme d'observabilité? Plus. Donc les traces distribuées, pas besoin? C'est quand même intéressant, si vous avez beaucoup de services. Donc dans Spring Boot 2, c'était vraiment une initiative externe. Donc on avait les métriques avec les dashboards et tout ça à Micrometer, Spring Cloud Sleuth avec Distributed Tracing, et puis alors il y avait des outils pour corréler les logs, donc parser les logs, voir les spans, et puis finalement avoir une interface qui vous permet de voir tout ça. L'idée, c'est qu'il y a essentiellement 3 stratégies que vous pouvez utiliser pour instrumenter une application. Vous pouvez utiliser un agent.
Mais alors du coup, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça aurait été quand même un peu bête de nous mettre dans cette option d'agent, sachant qu'on sait qu'un exécutable natif ne le supporte pas. Donc pour nous, c'était déjà hors de question d'utiliser ça. La deuxième solution, c'est ce qu'on utilise dans Spring Boot 2, c'est-à-dire avoir des interfaces dans les différents projets et finalement la partie observabilité qui vient s'y greffer. Là, le désavantage de ça, c'est que on s'est retrouvé à avoir l'équipe qui nous demande est-ce que tu peux créer une interface pour exposer telle et telle information, par exemple sur un endpoint JMS ou sur un endpoint Kafka. Et ça a amené un petit peu trop de détails qu'on ne voulait pas forcément exposer en public. Et donc, on sait que dès qu'on expose une interface, même si c'est dans un but bien précis, quelqu'un d'autre va l'utiliser et puis on va devoir le supporter. Donc ça, c'était pas top. Et la troisième manière, qui est celle qu'on utilise dans Spring Boot 3, c'est d'instrumenter directement dans la librairie. Donc c'est de renverser finalement l'étape précédente, où on offre une API vraiment très très fine avec juste les contrats dont on a besoin, et les différentes librairies ont une dépendance vers ce contrat et fournissent des métriques. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Micrometer Indice. On est à 11 maintenant avec le nouveau package Observation, donc qui rassemble cette notion d'observation, donc métrique, traces distribuées et logs corrélés. Donc ça vous permet de faire voilà, plein de choses assez intéressantes. Ici, vous voyez les traces dans les logs qui peuvent être corrélées dans un outil. Et ça, c'est les traces distribuées. Donc c'est si vous avez des services qui s'appellent entre eux, l'origine de la requête est gardée. Donc il y a toute une série de composants qui ont été migrés à cette nouvelle API. Au niveau des traces distribuées, on n'avait pas vraiment de support pour certaines choses, donc on n'y est pas encore, mais on y travaille, quoi. Au niveau des autres features dans Spring Boot 3, pour ceux que ça intéresse, on a une implémentation d'un RFC qui s'appelle Problem Details, qui est un RFC qui couvre la manière dont vous allez renvoyer des erreurs à un service externe. Donc ceux qui utilisent Spring Boot connaissent peut-être notre endpoint d'erreur. Vous avez un JSON qui vous dit tel truc a foiré à tel endroit, tel timestamp, etc. L'idée vraiment de cet RFC, qui n'a rien à voir avec Spring Boot, qui est un truc complètement indépendant et indépendant de Java d'ailleurs, l'idée c'est vraiment de fournir une structure bien formée et Spring Framework 6 implémente ce RFC. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil et migrer à ça. Il y a aussi quelque chose qui a démarré et qui va continuer dans le cycle de vie de Spring Boot 3, c'est le support des interfaces pour les clients. Donc typiquement l'idée, c'est l'idée un peu de Feign pour ceux qui connaissent. Vous avez une interface avec différentes méthodes. Vous annotez ces méthodes pour expliquer finalement ce que l'interface devrait faire. Donc par exemple faire un appel HTTP à telle URL avec tel cookie et tel machin. Et l'implémentation est générée pour vous. Donc ça devrait vous rappeler quelque chose, puisque Spring fait ça pour pas mal de choses. On a une implémentation pour HTTP évidemment. Il y en a une qui arrive avec REST Template aussi d'ailleurs. Petite nouvelle, le REST Template qui revit. Ah merde, je suis filmé. Bref, REST Template. Il y a aussi une implémentation pour GraphQL qui n'a pas encore démarré, mais l'idée c'est bien de le faire. Donc de garder ce système de contrat avec des annotations qui sont dédiées au transport et d'avoir la complexité, ou en tout cas le fait que c'est tout le temps répétitif, que ce soit géré pour le framework pour vous. Donc ça c'est pour 3.0 qui est sorti en novembre dernier. Mais bon, comme Spring Boot release tous les 6 mois, vous savez que pour ceux qui l'utilisent, on a déjà une 3.1 ici depuis le mois passé. Là, on a pas mal de choses intéressantes au niveau dev, que je vous encourage vraiment à aller regarder. Et il va y avoir une série de blog posts sur notre site spring.io dans les semaines à venir, ou même peut-être même demain, on aura le premier, qui couvre tout ça en détail. Donc on a d'abord une abstraction de comment se connecter à un service avec ce qu'on appelle Connection Details et Service Connection. Donc l'idée, c'est si vous devez vous connecter par exemple à un serveur Redis, vous savez que vous devez fournir les quelques propriétés pour vous connecter à ce service, mais dans certains cas, vous avez peut-être envie de rediriger ça vers quelque chose de plus programmatique. Vous avez peut-être envie aussi que ce soit inféré de votre environnement. Et donc, cette notion de Connection Details, toutes les autoconfigurations ont été mises à jour pour, s'il y a un bin de ce type-là, ça va prendre précédence sur le comportement par défaut. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en pratique ?
ça fonctionne en pratique avec le support qu'on a ajouté pour Test Containers et Docker Compose. Si vous utilisez qui est-ce qui utilise Test Containers avec Spring Boot pour le moment? Ok. Donc vous savez, ceux qui l'utilisent, vous devez exposer votre container et puis il faut configurer le container et dire que si le container a démarré sur tel port, Spring Boot doit aller regarder sur tel port. Ben, l'idée de ça, c'est que ça s'est enlevé complètement et Spring arrive à faire le lien entre les deux automatiquement. Donc ça réduit en fait la configuration de vos tests. Au niveau de Docker Compose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté le support. S'il y a un fichier Compose dans votre app et que vous démarrez l'application avec une certaine librairie, on va automatiquement le voir et démarrer les services avant de démarrer l'app. Donc ça permet finalement de dire bah, c'est click and run, quoi. Donc vous faites un clone du projet, vous faites un run dans votre ID et pour peu que vous ayez Docker, bah, ça démarre ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est un peu l'idée. Et on a aussi pas mal bossé sur SSL, donc où le feedback qu'on avait eu, c'était qu'il y avait des propriétés SSL un peu partout dans plein de fonctionnalités différentes, alors qu'en fait, en pratique, une application a besoin uniquement d'une ou deux configurations max. Et puis en fait, bah, ils sont obligés de répéter s'ils utilisent plusieurs back-ends. L'idée, c'est ce qu'on a fait dans 3.1, donc avec ce qu'on appelle des bundles SSL, où vous pouvez configurer un certain certificat avec un nom et puis dire pour le back-end que vous utilisez, c'est ce nom-là et le lien se fait automatiquement. Et ce sera encore amélioré en 3.2 parce qu'il y a encore 2 ou 3 autres back-ends qu'on ne supporte pas. Ok, j'ai tenu ma promesse plus ou moins. Il est presque 20 heures. L'application qui est là, c'est si vous voulez jouer avec Native, voir le truc planté et puis les ins, relancer l'app, voir les ins générés pour un peu vous faire une image de qui fait quoi. Ça, c'est pas mal aussi. Utilisez aussi Buildpack si vous ne l'avez pas encore utilisé, donc ça, c'est pas mal. Bon, on va déjà commencer par les questions. On verra si on parle encore de plus loin que ça, mais je vais déjà commencer avec les questions, que j'espère nombreuses. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'aurais 2 petites questions. Une première par rapport à Spring Native, compilation native. Est-ce que tout ce qui est AOP fonctionne out of the box dessus? Alors tout ce qui est AOP, ça dépend un peu de ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux parler par exemple des aspects ou tu fais des point cuts toi-même à la main, ce genre de choses? Donc c'est aspect et aspect G si on a cette option-là. Alors, parce qu'il y a vraiment 2 parties. Hein. Il y a tout ce qui est partie transactionnelle, caching, etc., où on va intercepter certaines méthodes et faire un comportement supplémentaire. Ça, c'est supporté, oui. Et c'est supporté de manière explicite. Donc c'est un truc qui va peut-être pas être pour tout l'écosystème d'un coup. Par contre, si tu fais de l'aspect J, donc vraiment avec des point cuts où tu écris je veux qu'on m'appelle entre telle et telle méthode, ça, on n'y est pas encore, non. D'accord. Et la deuxième question, c'était par rapport à Crack. Est-ce qu'il y a des développements qui tournent autour de ça sur les prochaines versions du framework? Oui. Donc la question, c'est au sujet de Checkpoint Restore. Donc, qu'est-ce qui a entendu parler de Checkpoint Restore? Crack, autrement dit crack, mais c'est un terme un peu bizarre, je trouve. Pas grand monde, ok. Donc l'idée, c'est que c'est quelque chose qu'ils essayent d'ajouter dans le... Enfin, c'est une spécification qu'ils essaient d'ajouter dans le JDK, qui est promue maintenant et qui est implémentée par Azul. Et aussi Amazon Snap, je sais pas quoi, qui commence aussi à le supporter. L'idée, c'est quoi? C'est que vous démarrez votre app, vous demandez à faire un checkpoint. Donc le checkpoint, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça regarde l'état de votre app telle qu'elle est. Ça le dump dans une structure de fichier. Et puis vous avez cette notion de restore. Vous pouvez redémarrer l'app comme elle était. Ça, c'est la promesse. Comme elle était au moment où vous avez fait le checkpoint. Et donc, un cas d'utilisation qui est relativement évident, c'est que vous démarrez l'application, ce qui fait que tout le warm-up se fait, toutes les décisions sont prises finalement. Vous faites le checkpoint à ce moment-là. Et puis l'idée, vous faites le restore et votre application démarre en 500 millisecondes ou 100 millisecondes parce que c'est juste remettre le heap là où il était, quoi. Ça, c'est pour ce que c'est Checkpoint Restore. La réponse est oui. Donc il y a des développements qui ont démarré en 6.1
Spring Framework 6.1, pardon. Et donc là, on est en train de voir jusqu'où on va aller. Donc il y a cette notion de, par exemple, démarrer les optimisations AOT, démarrer l'app avec les optimisations AOT, faire le checkpoint et puis restore et voir si on a un gain suffisant. Moi, personnellement, je ne suis pas encore trop convaincu parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font après cette phase-là, et notamment du class loading qui est relativement lent s'il y a beaucoup de classes. Et donc, il faudra voir vraiment quel est l'avantage de ça. Mais il y a effectivement une initiative en cours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas quelque chose non plus qui est hyper facile à faire, parce que, par exemple, lorsque le checkpoint est fait, il ne faut pas avoir de network socket qui soit ouvert. Il ne faut pas avoir de file handle. Donc, il ne faut pas avoir quelque chose qui lit un fichier ou quelque chose qui lit sur quelque chose. Il faut vraiment que l'application soit idle de chez idle. Et donc ça amène pas mal de contraintes. Donc les différents intervenants, que ce soit côté Tomcat, on travaille avec l'équipe Tomcat pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Donc oui, c'est en cours. Il y avait une question là. Bonsoir Stéphane. Ah, pardon. C'est moi. Ah oui, salut. Merci pour la presse. Ma question, c'est par rapport au... Alors j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait pas de support pour Mockito sur les tests natifs. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Alors, il n'y a pas de support pour les tests Mockito parce que Mockito lui-même fait un truc un peu funky qu'on n'arrive pas vraiment à contourner. Je pense que dans une version plus récente de Mockito, ils ont commencé à adresser ça. Maintenant, te donner un état actuel de la situation, non. Et donc, ta remarque est très pertinente quand... Je parlais tout à l'heure de vos tests, et puis vous mettez ça dans l'exécutable natif, et pouf, vous avez votre feedback loop. Il faut garder aussi à l'esprit qu'il faut déjà être dans un cadre où ce que vous utilisez puisse être compris par GraalVM. Si ça ne peut pas être compris par GraalVM, vous allez avoir une autre erreur avant de pouvoir exécuter le test. Et Mockito est un de ces cas-là, et potentiellement d'autres choses, comme faire du spying sur les instances, ce genre de choses. Ouais. C'est une bonne remarque. Il y avait une question là, je l'ai vue au début, mais... Bonsoir, merci pour la presse. J'avais une question sur GraalVM et la Community Edition, qui ne supporterait que le serial GC. Et donc, est-ce qu'on peut faire de la compilation native en prod avec GraalVM en Community Edition? Ça, je pense que c'est pas vraiment à moi de répondre à ça. Je pense que c'est plutôt... à l'équipe GraalVM de donner un peu des pointeurs sur ce qui est acceptable et pas acceptable. Il y a effectivement un split entre les deux avec encore plus d'optimisation. C'est un peu comme ça que c'est advertisé. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ne pas supporter la prod du tout avec l'édition communauté, c'est un peu comme dire tu peux pas du tout aller en prod avec Spring. Ce serait un peu bizarre, quoi. S'ils veulent essayer d'avoir des parts de marché avec leur truc, et c'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire. Donc moi, j'y pense pas. Maintenant, si tu as des besoins en termes de performance qui sont avancés, ça peut comme dans tout, quoi. Faut pas s'y risquer pour l'instant. Merci. Et j'en prends encore une parce que tout le monde a soif, là. Tout le monde est en train de s'épuiser, je le vois. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord. J'ai une remarque qu'on a eue lors d'une migration Spring 3. Il y avait un gros problème sur l'authentification, en fait, avec Spring Security. Ouais. En fait, j'ai mon propre constat. En fait, je pense que c'est à chacune version majeure de Spring, il y a toujours un problème avec Spring Security. Je ne sais pas, c'est propre mon constat à moi, peut-être. Et par rapport aux natives, en fait, j'ai vu que c'est un peu verbeux pour configurer les métadatas, pour aller mettre les ressources, les tout, je pense, à la main. Et par contre, qu'est-ce qui me fait, moi... Quand tu dis à la main, excuse-moi, je t'interromps, mais quand tu dis à la main, tu veux dire écrire le GN à la main ou programme? Oui, le dernier bin là, que vous avez rajouté la fois dernière. Et en fait, en tant que développeur ou bien lead ou quelque chose comme ça, qui va venir essayer de convaincre ma communauté au sein de la boîte pour partir sur du native, qu'est-ce qui me fait choisir Spring avec GraalVM ou alors passer sur Quarkus? Donc, tu avais trois questions. La première c'est que tu avais besoin de râler un peu sur Spring Security, on a tous compris. Il n'y a pas vraiment de questions, donc je vais passer à la deuxième directement.
Tu disais que c'était verbeux. Maintenant, est-ce que c'est l'API, tu penses qu'il peut être amélioré, ou bien simplement il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, si l'API est verbeuse, et que tu te rends compte, par exemple, j'ai ce cas d'utilisation où à chaque fois je dois répéter une chaîne d'appel et c'est super chiant, ce serait mieux si ça pouvait être en composite, par exemple. Il ne faut pas hésiter à venir le dire, parce que c'est avec du retour comme le tien qu'on améliore les API. Tu dis, bah voilà, moi j'ai ce cas d'utilisation auquel nous on n'a pas pensé, et on peut peut-être améliorer l'API pour que ce soit plus concis pour ce cas-là, tout en gardant la compatibilité. Si maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut te poser la question de savoir est-ce que ça peut être inféré. Donc, est-ce qu'au lieu de lister, tu peux renverser le truc et par exemple, annoter un service à toi qui nécessite un certain comportement et tu regardes après la notation et tu fais quelque chose. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye plutôt de détecter dans la Bean Factory les trucs qu'on sait qu'on va devoir gérer, au lieu de regarder un par un et de voir si éventuellement il y aurait ce truc-là. Donc ça permet en fait de composer tes générateurs de métadonnées, les isoler, et ça permet surtout de les rendre testables et que tu t'occupes d'un problème à la fois au lieu de t'occuper de tout d'un coup. Donc c'est une image que j'ai de ce que tu essaies de faire, qui est peut-être erronée d'ailleurs. Concernant ta dernière question, mais en fait, c'est comme toute question, je pense, comme tout changement de stack. Si tu utilises une certaine stack et que tu es content avec cette stack, il n'y a pas de raison d'en changer. Si tu utilises une stack, qu'elle t'offre une nouvelle option et que tu te rends compte que la nouvelle option elle est complètement pourrie, par contre, il y a ce truc à côté qui a l'air bien, qui a l'air de faire ça mieux, investis cette nouvelle stack. Moi, je ne peux pas te dire autre chose. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Spring a un écosystème énorme, a une communauté énorme. Il y a un premier travail qui a été fait concernant Native. On a eu l'opportunité de travailler avec l'équipe GraalVM en direct. On a pu collaborer avec eux, faire évoluer GraalVM, faire évoluer notre intégration. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de cerveaux qui ont bossé sur ce truc. Je pense que c'est assez intéressant aussi de voir la diversité de personnes qui ont contribué à tout ça. Mais voilà, comme dans tout cas, il y a d'autres systèmes qui existent, qui sont très bien et qui vont peut-être plus te convenir. Et c'est pas moi qui vais te dire de ne pas y aller, quoi. Mais il ne faudra pas venir te plaindre si ça ne marche pas. Si ça marche bien, il ne faut pas venir aussi non plus te plaindre ici. Je rigole, évidemment. Voilà, tout le monde a envie d'une boisson bien fraîche et je pense qu'on va en rester là, mais j'espère vous voir là-bas et avoir plus de questions.